Une nouvelle génération d'Américains à la recherche de nouveaux horizons cherche à s'élever toujours plus haut. Ces tours d'acier qui comptent parmi les plus grandes inventions architecturales vont révolutionner le paysage urbain. C'est à New York, sur l'île de Manhattan, que naît cette innovation incroyable, la ville moderne verticale. Un emblème symbolise la ville américaine moderne aux yeux du monde entier, mais New York est sur le point de le perdre. En 1885, un magnifique cadeau, offert par une république à une autre république, est éparpillé en 214 caisses à travers l'île de Bedloe, dans le port de New York. Elles contiennent l'une des plus grandes statues du monde occidental. Elle a été donnée par la nation française pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Construite à Paris, la statue a été démontée en 350 pièces pour effectuer le voyage vers l'Amérique. Et c'est bien là le problème. Le coût de l'assemblage est astronomique. Et New York n'a pas l'argent nécessaire. 6 autres villes américaines se disputent le privilège de l'accueillir. New York est à 2 doigts de perdre la Statue de la Liberté. Une seule personne peut éviter ça. Joseph Pulitzer, un immigré hongrois, est un grand magnat de la presse. Il est connu pour son extrême ténacité. C'est le propriétaire du journal le plus important des États-Unis, le New York World. Et il est décidé à garder coûte que coûte ce monument dans sa ville. Grâce à ses journaux, Pulitzer lance la plus grande campagne de dons encore jamais vue en Amérique du Nord. Ce serait une honte sans borne pour la ville de New York et la République des États-Unis de ne pas être capable de trouver ne serait-ce qu'un lieu pour installer ce cadeau magnifique fait par la France. Il faut qu'on lève des fonds. Chaque jour, plus d'1 million de personnes lisent son journal. Je vous prie de trouver 6 juin ma contribution de 25 cents. Voici $1, toute notre épargne que nous avons choisi de vous donner. Nous avons décidé de vous envoyer notre première cagnotte. Vous trouverez 6 juin $4. Voici l'argent que nous avions économisé pour aller au cirque. Les dons arrivent de toute l'Amérique, aussi bien de la part de gens modestes que de personnes fortunées. Quelques cents, 5 ou 10, voire des milliers de dollars. Au total, le journal recueille quelques 121 000 dons. Un chiffre qui dépasse toutes les attentes. Plus qu'il n'en faut pour que New York puisse garder cette statue emblématique. Ce n'est pas juste une simple statue. Les symboles ont un impact et un sens très fort. Ils sont beaucoup plus utiles que des piles et des piles de textes de loi. C'est maintenant que le plus gros du travail commence. Et il faut faire tenir debout une statue de 46 mètres de haut. Son socle, immense, est en béton. Pour le terminer, 200 hommes vont travailler pendant tout un hiver rigoureux. Avant que le ciment prenne, les ouvriers lancent chacun $1 dans les fondations pour conjurer le mauvais sort. L'étape suivante est la pose de l'énorme armature en fer de la statue.
Elle a été conçue par Gustave Eiffel, le père de la tour du même nom. La structure fait 46 mètres de haut et avec son socle, elle pèse 225 tonnes. Et maintenant, l'habillage. Tous les éléments sont en cuivre sculpté à la main. La sandale est 32 fois plus grande qu'un pied humain. La forme inédite de cette statue rend tout échafaudage impossible. Le travail s'avère aussi délicat que périlleux. Ces hommes doivent fixer 300 pièces de tôle en cuivre à l'aide de plus de 300 000 rivets. Sa robe représente 3360 mètres carrés de cuivre. Son bras tendu est long de 12,80 mètres. Un ongle pèse 1,6 kg. Après 6 mois de construction dangereuse mais sans aucun accident mortel, le visage haut de 5 mètres est enfin fixé. Le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi aurait, paraît-il, pris le visage de sa mère pour modèle. Au bout de 25 ans, la Statue de la Liberté, complètement oxydée, est devenue verte. Elle servira de phare jusqu'en 1902. Son nom officiel est la Liberté éclairant le monde. Elle a incarné tout d'abord l'alliance et l'amitié entre la France et les 13 colonies de la Révolution américaine. Mais elle représente bien davantage. Située à l'entrée du port de New York, la Statue de la Liberté est un symbole fort pour le monde entier et un signe de bienvenue pour des millions de gens. Inscrit sur le socle quelques années plus tard, le poème de l'américaine Emma Lazarus célèbre le pays comme une terre d'accueil pour les réfugiés du monde entier. Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui en rang serré aspirent à vivre libres. Le rebut de vos rivages surpeuplés. Envoyez-les-moi, les déshérités que la tempête m'apporte. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Durant les 2 décennies suivantes, plus de 12 millions d'immigrés passeront devant la Statue de la Liberté en arrivant à Ellis Island, l'entrée principale pour la majorité des nouveaux Américains. Imaginez un peu tout ce que cela représente pour quelqu'un de quitter l'est de la Pologne, la Lituanie ou un petit village de montagne du nord de l'Italie, de faire tout ce chemin et d'arriver sans rien dans cet endroit complètement inconnu.
Aujourd'hui, plus de 100 millions d'Américains peuvent retrouver leurs aïeux parmi tous ces gens qui arrivèrent ainsi à Ellis Island. Notre histoire est toute jeune. Elle n'a même pas 3 siècles. Et il y a 150 ans, 95% des gens n'étaient pas là. Nous n'avons pas de racines profondes. Tout le monde vient d'ailleurs. C'est pour cette raison que l'Amérique représente pour moi le meilleur de l'essence humaine. Un manuel est donné à chaque nouvel arrivant pour le préparer à sa nouvelle vie. Oubliez toutes vos habitudes et vos idéaux. Choisissez-vous un objectif et poursuivez-le de toutes vos forces. Vous allez connaître des moments difficiles, mais tôt ou tard, vous allez atteindre votre but. Ne perdez pas une seconde. Foncez. Et depuis Ellis Island, les immigrants se dispersent à travers tout le continent. Les Irlandais, les Russes et les Italiens s'installent généralement dans les grandes villes. Les Allemands partent vers le Middle West et les Scandinaves vers les campagnes. À l'aube du XXe siècle, on dit qu'il y a plus d'Italiens à New York qu'à Rome. De 1880 à 1930, près de 24 millions de nouveaux immigrants arrivent en Amérique. Une nouvelle ère dans l'histoire des États-Unis commence. Au tout début du XXe siècle, les villes sont bondées. Les gens lèvent les yeux vers le seul endroit où il reste encore de la place, le ciel. Pour construire ces grandes tours, un matériau est absolument indispensable, l'acier. Mais son prix est exorbitant. En réussissant à lever cet obstacle, un homme va changer le visage de l'Amérique. En 1872, Andrew Carnegie, un Écossais qui a immigré aux États-Unis, se trouve à Sheffield, en Angleterre. Il scrute l'avenir. Il observe un procédé révolutionnaire pour fabriquer de l'acier. Cet alliage existe depuis des milliers d'années, mais son coût de production est tellement élevé qu'il reste un produit luxueux. Il y a 2000 ans, on l'utilisait en Orient pour faire des épées et même pour créer des bijoux. Mais à l'aube d'une ère nouvelle, l'Amérique a besoin d'acier en grande quantité. C'est le seul matériau assez solide pour construire ces gratte-ciel. Grâce à une invention britannique, Carnegie découvre une nouvelle méthode de production d'acier. Elle consiste à souffler de l'air chaud dans le fer en fusion pour brûler les impuretés du carbone. Pour la première fois, cet alliage incroyable peut être fabriqué rapidement et à peu de frais. Si Carnegie parvient à utiliser le procédé Bessemer, il pourra produire massivement de l'acier et sera en mesure de fournir tout le pays. Carnegie revient en Amérique pour construire une immense aciérie à Pittsburgh. Elle sera plus grande que 80 terrains de football. Le pari est colossal. Carnegie met en jeu toute sa fortune pour créer cette nouvelle usine. Mais quelques mois à peine après le début de la construction, c'est la catastrophe. Le marché s'effondre et l'économie américaine est en crise. Carnegie doit emprunter encore plus d'argent. Malgré tout, en août 1875, les fours géants de Carnegie sont prêts pour le test. La production d'acier est très dangereuse. À l'intérieur du haut fourneau, 5 tonnes de métal en fusion. Une chaleur de 1650 degrés Celsius, capable de volatiliser un homme en quelques secondes. Si l'essai est concluant,
Non seulement l'acier fera de Carnegie un des hommes les plus riches du monde, mais il changera le cours de l'histoire. Sans une production en masse, il ne peut y avoir de gratte-ciel, de voitures, de machines à laver, d'avions, ni même de voyages dans l'espace. C'est un succès. Carnegie sera le premier à produire de l'acier en masse. En Amérique, les prix baissent de 80%. La production grimpe de quelques milliers de tonnes en 1860 à 11 millions en 1900. Beaucoup de succès américains sont dus au zèle et à la persévérance. Mais à chaque fois, le facteur chance est essentiel. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. C'est l'acier qui a construit les villes américaines, ses chemins de fer, ses flottes. Au début du XXe siècle, Carnegie était un des hommes les plus riches d'Amérique. Pittsburgh, ancienne ville endormie, devient le cœur industriel du pays. Sa population triple. Une nouvelle voie ferrée transporte les millions de tonnes d'acier vers tout le pays. Cette matière première va construire la ville moderne. New York est la plus grande de toutes. C'est même devenu un terrain de jeu pour les industriels et les financiers fortunés. D'une grande extravagance, certains fument des cigares roulés dans des billets de 100 $ et les chapeaux de leurs femmes sont sertis de diamants. Le prix du mètre carré est le plus cher au monde. Il n'y a plus qu'un seul endroit où se faire encore une place, en hauteur. En 1902, 65 gratte-ciel sont construits à Manhattan. Cet homme se trouve à 30 étages au-dessus du sol. C'est la première fois qu'il est à une telle hauteur. Sans harnais ni corde de sécurité. Un faux pas, et c'est la mort. Les anciens qui ont l'habitude de travailler à ces hauteurs sont surnommés redresseurs, et les nouveaux ouvriers les serpents, car travailler avec eux peut être très dangereux. Les plus expérimentés savent bien à quel point cela peut être risqué. Ce que je déteste le plus, c'est prendre un nouveau quand on est presque arrivé en haut. Soit il s'habitue, soit il se tue. Et c'est la chute libre de 85 mètres. Ils sont debout 8 heures par jour. Ils déjeunent quand ils le peuvent et il n'y a pas de pause toilette. Ce sont en majeure partie des immigrés européens et des Indiens Mohawks. La plupart, anciens marins ou constructeurs de ponts, ont l'habitude de travailler en hauteur. Pour rester en équilibre comme ça sur la poutre, il faut avoir un sacré courage, beaucoup d'adresse et aimer les défis. Mais je pense quand même qu'il faut être aussi un peu fou sur les bords. Ces hommes sont prêts à tout risquer. Ils sont payés 4 $ par jour, 2 fois plus que le salaire habituel d'un ouvrier.
Le contremaître William Starrett résume bien le danger de ce métier. Construire ces gratte-ciel, c'est un peu comme être en guerre en temps de paix. La terrible réalité des accidents, des corps mutilés et des morts nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat sans merci contre les forces de la nature. Il y est arrivé. Beaucoup d'entre eux ne sont pas aussi chanceux. 2 hommes sur 5 meurent ou deviennent handicapés. Qu'ils soient architectes ou constructeurs, tous ces hommes qui ont imaginé ces formidables bâtiments new-yorkais ne cessent de m'inspirer. En 1902, à New York, l'avenir ressemble à ça. Une construction plate en fer, avec une base triangulaire, déterminée par le croisement de 3 rues. La structure en acier permet aux éléments extérieurs d'être accrochés partie par partie, comme pour un vêtement. Désormais, ce ne sont plus les murs qui supportent le poids, mais l'armature en acier. C'est une révolution. La première fois, les gens ont d'abord pensé que tout allait leur tomber sur la tête. Une personne a même porté plainte au tribunal en expliquant que son magasin avait été endommagé par le vent violent provoqué par la forme de ce nouvel immeuble. C'est aujourd'hui un des bâtiments préférés des Américains. À l'intérieur de ces immeubles, une autre invention capitale va permettre aux tours de s'élever toujours plus, l'ascenseur. Avant, les bâtiments les plus hauts s'arrêtaient généralement à 5 étages. Mais à présent, plus besoin de monter les marches. Pour la première fois, plus l'étage est élevé, plus la location est chère. On peut penser que c'est une invention plutôt modeste, mais en créant le premier ascenseur sécurisé, Otis a permis l'expansion de la ville moderne, avec des bâtiments beaucoup plus hauts et une densité de population bien plus importante. Effectivement, à la fin du 19e siècle, la population urbaine américaine a été multipliée par 87. À Chicago, en seulement 10 ans, 50 bâtiments en acier ont été construits et la population de la ville a atteint les 1 700 000 habitants en 20 ans. Mais pour la plupart des gens, vivre à l'ombre des nouvelles tours va s'avérer encore plus pénible que de les construire. En 1890, le crime et la misère règnent dans les rues. Mais quelques hommes vont changer la donne. Dans les villes américaines, les gangsters, les meurtriers et les voleurs sèment la terreur dans les rues. Les crimes font la une des journaux. À Chicago, vous pouvez louer un pistolet à l'heure. À New York, un policier trouve sur le cadavre d'un malfrat la carte de ses tarifs. Un coup de poing, 2 $. Nez et mâchoire cassée, 10 $. Oreille mordue, 15 $. Le gros œuvre, à partir de 100 $. L'inspecteur Thomas Burns a ses propres règles. Il est très habile et très dur. Parmi ses méthodes d'investigation, il y a le 3e degré, comme l'ont baptisé les détectives qui travaillent pour lui. 1er degré, la persuasion. 2e degré, l'intimidation. 3e degré, la douleur. En 4 ans, Burns revendique l'arrestation de 3300 criminels. Il déjoue le plus grand cambriolage du 19e siècle. Près de 3 millions de $ volés à la banque de Manhattan. Les journalistes disent de lui qu'il est le plus grand chasseur de crimes de la police new-yorkaise. Avec ses manières, sa corpulence
Ses épaules, ses bras menaçants et sa voix de stentor. Les pickpockets, les faussaires, ceux qui fracturent les coffres forts, les voyous sans scrupules, Il terrorise tous les escrocs. mènent tous une double vie. Mais la traque des criminels n'est pas facile. Les voyous n'ont ni carte d'identité, ni certificat de naissance, ni permis de conduire. Si un criminel est repéré dans une ville, il peut facilement partir s'installer ailleurs. Les malfaiteurs sont anonymes. Burns s'attaque à ce problème et modernise le travail des policiers. Voici sa galerie de photos. 7000 hors-la-loi notoires. L'utilisation de la photographie pour identifier les criminels va changer pour toujours le métier de détective. Annie Riley, connue sous le nom de Petite Annie. Une servante fourbe. Les photographies sont distribuées dans tous les postes de police du pays. Mais Burns s'en sert également pour établir les profils psychologiques des criminels. Rufus Miner. Il vient d'une très bonne famille. Dommage que ce soit un voleur. C'est la première étape vers un fichier central de la criminalité. Une ville aussi cosmopolite que la nôtre était confrontée à un vrai problème de criminalité. Il fallait être à la hauteur. Aujourd'hui, on continue à identifier les criminels grâce aux photographies de police. 12 millions de clichés sont pris chaque année. Et tout a commencé 120 ans plus tôt avec la galerie de Thomas Burns. Des questions? Mais le crime n'est pas le seul problème qui menace les rues. Dans de nombreuses villes, les taudis prolifèrent. Plusieurs familles s'entassent dans une seule pièce. Les déchets sont jetés dans les rues, les allées et les cours. Les gens étaient entassés, parfois dans des logements sans fenêtres. Il n'y avait pas de système de canalisation. Les latrines se trouvaient au sous-sol ou dans l'arrière-cour. Pendant toutes ces années, le Lower East Side a été l'endroit le plus bondé du monde. Jacob Riis, un immigré danois, est chroniqueur judiciaire et photographe. Il fait la une avec les affaires suivies par l'inspecteur en chef Burns. Il va bientôt révéler l'enfer vécu dans ces logements. Jacob Riis connaît bien la pauvreté. 15 ans auparavant, il a perdu son travail à cause du krach boursier. Il est minuit, mais grâce à une nouvelle technologie, Riis va pouvoir modifier la perception que les gens ont de la pauvreté. C'est une poudre explosive qui produit suffisamment de lumière pour photographier dans le noir. Voici l'une des premières photos des taudis. Vas-y. Elle va choquer des millions de gens. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jacob Riis. Vous allez maintenant découvrir comment l'autre moitié de la population vit et meurt à New York. Comme les magazines refusent de publier ces photos, Riis organise lui-même une projection. Il veut montrer aux riches Américains une chose qu'ils n'ont encore jamais vue. La saleté et le désespoir juste à leur porte. Dans ce pâté de maison, 9 personnes et 5 enfants sont morts cette année. Il a démontré en images qu'il y avait une autre réalité et que la prospérité n'avait pas atteint ces gens qui vivaient dans des conditions lamentables. Après cette projection, non seulement le pays ne pouvait plus ignorer la situation, mais sous le choc, il décide de s'atteler au problème. Riis publie ses photos dans un livre intitulé « Comment vit l'autre moitié », vendu à plus de 28 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 2 décennies, les pires taudis de New York sont démolis. Les logements sont vendus aux enchères pour $1. La campagne de Riis force toutes les écoles de New York à construire des terrains de jeu
et oblige les propriétaires à installer des toilettes à l'intérieur des appartements. C'est la première étape. Mais à mesure que les villes grandissent, un autre défi doit être relevé. En un an, dans la seule ville de New York, près de 40 000 personnes meurent de maladies dues aux immondices. Nous sommes en 1895 et la majorité des villes américaines deviennent invivables. À New York, chaque jour, 120 000 chevaux produisent des tonnes de crottin qui viennent souiller les rues. Les charrettes sont bloquées par des tas de déchets humains et animaux. Un homme arrive alors sur son cheval blanc. C'est le colonel George Waring, vétéran de la guerre de sécession. C'est un célèbre ingénieur, spécialiste des égouts. Il dirige le département sanitaire de la ville de New York. Toute la ville empeste à cause des émanations de ces matières organiques putréfiées. On peut voir et sentir la pourriture sur toutes les mains. Ces rues bondées sont un véritable enfer. Waring recrute une armée de 2000 éboueurs en uniforme blanc. Certains le traitent de fanatique. Ces hommes sont surnommés les canards blancs. Mais Waring a le sens des affaires. Ces tonnes d'ordures, habituellement jetées dans la rivière, sont désormais recyclées. Les cendres servent d'engrais. Les déchets organiques sont bouillis et transformés en huile et en graisse. Les hommes de Waring nettoient 697 km de rues. Le taux de mortalité décline, la qualité de l'eau s'améliore. Waring sauve la vie de milliers de personnes. Ces mesures sont étendues à toute l'Amérique. 16 ans après l'intervention du colonel Waring, la moitié des villes américaines a adopté le système de ramassage des ordures. En 1907, toutes les grandes villes du pays ont des égouts. En 1909, il y a 67 642 km de canalisation en Amérique. La bataille contre la saleté, le crime et la pauvreté a bien commencé. Mais l'innovation qui va révolutionner les villes en est encore à ses balbutiements. En 1879, à Menlo Park dans le New Jersey, Thomas Edison, inventeur et entrepreneur, va modifier pour toujours le paysage urbain. Il a quitté l'école très jeune, mais cela ne l'empêchera pas d'être le père de toutes les inventions qui symbolisent l'art moderne. Il met ses équipes sous pression, travaillant 24 heures par jour et 7 jours sur 7. Ses recherches généreront, c'est une première mondiale, plus de 1000 brevets. À cette époque, les rues sont encore éclairées avec des bougies, des becs de gaz ou du kérosène. Edison a une meilleure idée. Il cherche à faire brûler le plus lentement possible un filament dans un espace vide. Ce sera l'ampoule électrique. Du platine. Edison s'enferme dans son laboratoire, sans dormir pendant des jours entiers. Les enjeux sont énormes. Ces bailleurs de fonds ont investi 130 000 $ dans ces recherches, l'équivalent de 3 millions de dollars d'aujourd'hui. Il dit avoir essayé plus de 6000 extraits de matière végétale pour trouver le filament parfait. Du bois d'épicéa. De la barbe. Une ligne de pêche. Du fil. Du bois de teck. Du buis. Du celluloïd. Du parchemin.
C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Du carton. Un bout de carton carbonisé brûle 300 heures de suite. Ce détail va changer à jamais le mode de vie des gens. Ce qu'a fait Edison n'est rien de moins que de bannir l'obscurité. Pensez à ce que tout ça signifie et comment ça a transformé la vie quotidienne. Le 31 décembre 1879, Edison présente son invention à des milliers de gens qui affluent vers son laboratoire. La compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie aménage même des trains spéciaux pour transporter les foules. Quand Thomas Edison a inventé la lumière électrique et l'ampoule, ça a dû être magique de s'asseoir, et puis tout à coup, sans allumettes, sans kérosène ni gaz, juste en appuyant sur un bouton, de voir apparaître la lumière. En 2 ans, Edison construit plus de 5000 centrales électriques qui produisent de l'électricité principalement pour les villes de New York, Détroit, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Les 5 années suivantes, il en construit 127 000 de plus. En 1902, 18 millions d'ampoules électriques sont en service. L'impact sur les États-Unis est énorme. Les terrains de sport, les usines, les boutiques, tout peut fonctionner de nuit. À mesure que l'électricité arrive dans les agglomérations, ces dernières attirent de plus en plus de gens. En 1900, près de 4 millions de femmes travaillent dans les villes américaines. En juste 40 ans, ce chiffre a plus que quadruplé. Les usines installées dans les villes fabriquent 75% de tous les produits de consommation en Amérique. Ces bâtiments modernes sont équipés des dernières technologies. Ascenseurs électriques, téléphones, machines à coudre. Mais enfermer autant de gens dans des immeubles si hauts va se révéler une bombe à retardement. Les États-Unis sont entrés dans l'âge moderne. Les villes se dressent sur tout le continent. En 1909, les Américains dépensent 23 milliards de dollars par an dans le prêt-à-porter. Cette usine fabrique 12 000 vêtements par semaine. Ces chemisiers sont la dernière tendance à la mode pour les femmes qui travaillent. New York, le 25 mars 1911 à 16h45. 260 femmes travaillent ici, au 8e étage de l'usine Triangle Shirtwaist. La plupart sont des adolescentes. Quelqu'un a jeté une allumette ou peut-être une cigarette dans une poubelle. Eva Harris, une couturière, trouve qu'il y a une odeur de brûlé. Il y a le feu, monsieur Bernstein. Le directeur de production Samuel Bernstein attrape un des 3 seaux à incendie. Mais le feu s'est déjà propagé. S'ensuit une course folle vers la sortie de secours, mais celle-ci est trop étroite. Une seule personne peut passer à la fois. Cette évacuation a été conçue exprès pour pouvoir contrôler les sacs des ouvrières et éviter les vols de tissus. Venez! Il y a bien un tuyau d'incendie, mais il n'est pas raccordé. Il n'y a pas d'eau! Le seul moyen pour prévenir les étages du dessous est de passer par le standard, situé 2 étages au-dessus, au 10e. Allô, le standard, s'il vous plaît. Ici, le 10e étage. Il y a le feu! Il y a le feu! Passez-moi le 9e étage.
La standardiste laisse tomber le téléphone et se précipite pour trouver de l'aide. Le message ne parviendra jamais au 9e étage. Samuel Bernstein court à l'étage supérieur pour aider les 160 employés qui sont coincés. Mais un baril d'huile de moteur bloque l'entrée principale. Les filles courent vers l'escalier de secours, mais il est fermé. Il ne reste plus que 2 issues possibles au 9e étage. L'ascenseur et l'escalier extérieur. Kate Weiner réussit à atteindre la porte de l'ascenseur, mais elle a perdu sa sœur. Tout le monde cognait et criait pour faire monter l'ascenseur. Soudain, il est arrivé et les filles se sont précipitées dedans. Je cherchais ma sœur, Rose. Mais impossible de la trouver. Les flammes s'avançaient vers moi. J'allais être prise au piège. J'ai compris que l'ascenseur quittait notre étage pour la dernière fois. Elle sera la dernière personne à monter dans le dernier ascenseur. Plus de 100 filles sont bloquées dans le bâtiment. La seule issue de secours qui reste est l'escalier extérieur, mais il ne tarde pas à s'effondrer. Les pompiers arrivent avec la plus grande échelle de New York. Mais elle est trop courte, de 9 mètres. 16h58. Les filles piégées au 9e étage n'ont plus le choix. En désespoir de cause, elle saute. « 17h15. Le feu a tout dévasté en moins d'une demi-heure. 146 personnes meurent dans l'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist. Il y aura bien un procès, mais les propriétaires resteront en liberté. C'est la catastrophe la plus meurtrière sur un lieu de travail en Amérique, avant les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Cet événement dramatique a déclenché une vague de réformes. De nouvelles réglementations ont commencé à se mettre en place. Les gens se sont mis à réfléchir à la manière de prévenir ce genre de catastrophe. Mais bien sûr, tout ça n'efface pas la tragédie. Les syndicats contraignent les employeurs à prendre leurs responsabilités pour protéger la vie de leurs travailleurs. Le code de sécurité au travail qui est d'usage aujourd'hui aux États-Unis est la conséquence directe de cet incendie. C'est la raison pour laquelle, dans les bâtiments publics, les portes s'ouvrent désormais vers l'extérieur et qu'il y a des systèmes automatiques d'arrosage ainsi que des sorties de secours multiples. L'Amérique et les villes modernes vont grandir ensemble. Originale, immense et facile d'accès, la ville verticale est désormais considérée comme une invention majeure de l'histoire des États-Unis.